Si tu as déjà eu l'impression que tu ne peux pas faire confiance à tout le monde, si tu as déjà ressenti ce mur invisible entre toi et la plupart des gens, si on t'a déjà dit que tu étais trop fermé, trop distant, trop difficile à connaître, trop sélectif dans tes amitiés, alors écoute-moi bien parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui va changer à jamais la façon dont tu te perçois. Et je ne dis pas ça à la légère. Ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo touche à quelque chose de fondamental dans ta psyché, quelque chose que tu as probablement ressenti toute ta vie sans jamais pouvoir le nommer ou le comprendre pleinement. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'antisocialité, ce n'est pas un problème relationnel que tu dois corriger ou une tare dont tu devrais avoir honte. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a découvert quelque chose de profondément révélateur sur la psyché humaine qui explique pourquoi les personnes les plus intelligentes, les plus conscientes, les plus éveillées, les plus sensibles sont précisément celles qui font confiance au plus petit nombre de gens. Et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard de la personnalité. C'est une conséquence directe de la façon dont ton esprit fonctionne, de la profondeur de ta perception, de l'étendue de ta conscience. Les neurosciences modernes, notamment les travaux révolutionnaires d'Antonio Damasio sur les marqueurs somatiques et l'intuition, confirment ce que Jung avait pressenti il y a près d'un siècle, avec une précision remarquable. Ton corps sait des choses que ton esprit conscient n'a pas encore formulées. Tes sensations, tes malaises inexplicables, tes attirances et tes répulsions instinctives ne sont pas des caprices émotionnels ou des signes de déséquilibre. Ce sont des informations, des données précieuses que ton système nerveux a collectées et traitées bien avant que ta conscience ne puisse les analyser. Ta méfiance n'est pas un défaut de caractère à corriger. Ce n'est pas le signe d'un traumatisme non résolu qui te rend dysfonctionnel. C'est une forme d'intelligence que peu de gens possèdent. C'est un système de protection psychologique raffiné que tu as développé, consciemment ou non, parce que tu perçois le monde différemment de la majorité des gens. Tu vois des couches de réalité qu'ils ne voient pas. Tu captes des signaux qu'ils ignorent complètement. Tu ressens des vérités qu'ils ne peuvent même pas concevoir. Et aujourd'hui, dans cette exploration approfondie, je vais te montrer exactement pourquoi tu fonctionnes ainsi, d'où vient cette méfiance sélective, comment elle s'est construite à travers tes expériences et ta neurologie unique, et surtout, comment transformer cette caractéristique en ton plus grand pouvoir, plutôt qu'en une prison qui t'isole. Nous allons plonger dans les profondeurs de la psyché humaine avec Jung comme guide, et nous allons éclairer chaque recoin de ce phénomène avec les découvertes les plus récentes des neurosciences. Ce voyage va te demander de l'honnêteté envers toi-même. Il va peut-être réveiller des souvenirs, des émotions, des prises de conscience inconfortables. Mais je te promets que de l'autre côté de cette exploration, tu te comprendras comme jamais auparavant. Et cette compréhension est le premier pas vers la liberté. La première chose fondamentale que tu dois comprendre, et c'est peut-être la plus importante de toute cette vidéo, c'est que ton cerveau fonctionne différemment de celui de la plupart des gens autour de toi. Je ne parle pas ici de supériorité ou d'infériorité. Je parle de différence qualitative dans le traitement de l'information. Tu vois des choses qu'ils ne voient pas. Tu perçois des détails qu'ils ignorent complètement. Tu captes des nuances qui leur échappent totalement. Et ce n'est pas une métaphore poétique ou une façon de te faire sentir spécial. C'est une réalité neurologique documentée par des décennies de recherche scientifique. Jung parlait de la fonction transcendante, cette capacité remarquable de la psyché à percevoir simultanément plusieurs niveaux de réalité, le conscient et l'inconscient, le dit et le non-dit, l'apparent et le caché, le manifeste et le latent. La plupart des gens vivent principalement dans le monde conscient et apparent. Ils prennent les choses au pied de la lettre. Quand quelqu'un leur dit bonjour avec le sourire, ils enregistrent un bonjour amical et passent à autre chose. Mais toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu ne peux pas fonctionner comme ça, même si tu le voulais. Quand quelqu'un te parle, tu n'entends pas seulement ses mots.
Tu captes les micro-hésitations dans sa voix, ces infimes variations de ton qui trahissent l'incertitude ou le mensonge. Tu remarques quand son sourire ne monte pas jusqu'à ses yeux, quand les muscles orbiculaires ne s'engagent pas, signe que le sourire est social plutôt que sincère. Tu sens quand il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il pense réellement, cette dissonance subtile entre le message verbal et le message corporel. Tu perçois la tension dans ses épaules, le regard qui fuit légèrement, les mains qui s'agitent nerveusement, le pied qui tape imperceptiblement. Et tout ça se passe en une fraction de seconde, souvent avant même que tu puisses le formuler consciemment. Tu sais quelque chose, mais tu ne sais pas encore que tu le sais, ni comment tu le sais. Joseph Ledoux, neuroscientifique pionnier dans l'étude des émotions, a consacré sa carrière à comprendre l'amygdale et les circuits de la peur dans le cerveau. Ses recherches ont démontré quelque chose de fascinant qui explique exactement ce que tu vis. Notre cerveau détecte les menaces potentielles bien avant que notre conscience ne les enregistre. L'information sensorielle arrive d'abord à l'amygdale par ce que Ledoux appelle la voix basse, un circuit rapide et direct qui contourne complètement le cortex, la partie du cerveau responsable de la pensée consciente. Ton amygdale traite les informations émotionnelles en quelques millisecondes, 12 millisecondes pour être précis, et envoie des signaux d'alerte à tout ton système nerveux avant même que tu aies eu le temps de penser. C'est pour ça que tu ressens parfois un malaise inexplicable avec certaines personnes, même quand elles semblent parfaitement aimables, même quand elles disent toutes les bonnes choses, même quand tout le monde autour de toi semble les apprécier. Ton cerveau a détecté quelque chose que tu ne peux pas encore nommer, quelque chose dans leur micro-expression, dans leur odeur peut-être, dans la fréquence de leur voix, dans leur façon de se tenir, a déclenché une alerte. Et cette alerte est là pour te protéger. Lisa Feldman-Barrett, neuroscientifique et psychologue dont les travaux ont révolutionné notre compréhension des émotions, va encore plus loin dans ses recherches sur la construction des émotions. Elle explique que ton cerveau n'est pas un organe qui réagit passivement au monde. C'est une machine à prédiction incroyablement sophistiquée. À chaque instant, ton cerveau utilise toutes tes expériences passées pour construire des simulations de ce qui va se passer dans le futur immédiat. Il prédit constamment ce que tu vas voir, entendre, sentir, et il compare ces prédictions avec ce qui arrive réellement. Quand il y a une correspondance, tout va bien. Quand il y a une discordance, une alarme se déclenche. Plus tu as vécu d'expériences, plus tu as été exposé à différents types de personnes et de situations, plus ton cerveau accumule de données, et plus il devient précis dans ses prédictions. Chaque interaction que tu as eue, chaque trahison que tu as vécue ou observée, chaque mensonge que tu as détecté, chaque manipulation que tu as subie ou évitée, tout cela a entraîné ton cerveau à reconnaître les patterns. Et maintenant, il fait ce travail automatiquement, sans que tu aies besoin d'y penser consciemment. Ce que les autres appellent de la paranoïa, de la méfiance excessive, de la fermeture émotionnelle, est en réalité un système de reconnaissance de patterns extrêmement sophistiqué que tu as développé à travers tes expériences de vie. Ton cerveau ne te trahit pas quand il t'envoie ces signaux d'alerte. Il te protège. Il a appris, à travers des centaines, peut-être des milliers d'interactions, à reconnaître les signes avant-coureurs de la tromperie, de la manipulation, de l'inauthenticité, du danger émotionnel. Et maintenant, il t'avertit automatiquement, comme un système d'alarme perfectionné par des années d'expérience. Le problème, et c'est ce qui crée tant de souffrance et d'incompréhension dans ta vie, c'est que la plupart des gens ne possèdent pas cette capacité au même degré que toi. Ils n'ont pas développé ces circuits de détection aussi finement. Peut-être qu'ils n'ont pas vécu les mêmes expériences. Peut-être que leur cerveau n'est pas câblé de la même façon. Peut-être qu'ils n'ont simplement jamais prêté attention à ces signaux. Quelle qu'en soit la raison, ils prennent les gens au mot. Ils font confiance par défaut. Ils accordent le bénéfice du doute généreusement, parfois trop généreusement. Et quand ils se font trahir, ils sont choqués, dévastés. Ils ne l'avaient pas vu venir.
Toi, tu n'es presque jamais vraiment choqué quand quelqu'un te déçoit. Oh, tu peux être triste, blessé, en colère, déçu, bien sûr, mais pas choqué, pas surpris au fond de toi, parce que quelque part, tu l'avais senti venir, il y avait eu des signes, des petits indices que tu avais captés, même si tu les avais ignorés consciemment, même si tu avais voulu leur donner une chance, même si tu t'étais dit que tu étais peut-être trop méfiant. Quand la trahison arrive, une partie de toi murmure « Je le savais ». Et c'est vrai, tu le savais. Ton système de détection l'avait vu bien avant que ça n'arrive. Cette perception étendue, cette capacité à voir au-delà des apparences et des mots, est à la fois ton don et ton fardeau. C'est un don parce qu'elle te protège des personnes qui pourraient te faire du mal. Elle te permet de naviguer dans un monde complexe avec une forme de radar que peu de gens possèdent. C'est un fardeau parce qu'elle t'isole, parce qu'elle crée un fossé entre toi et la majorité des gens qui ne perçoivent pas ce que tu perçois, parce qu'elle te fait passer pour quelqu'un de difficile, de fermé, de trop exigeant, alors que tu es simplement quelqu'un qui voit trop clairement. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, que Jung a découvert sur pourquoi tu ressens cette distance avec la plupart des gens, quelque chose qui va au-delà de la simple perception des signaux non-verbaux. Jung a développé un des concepts les plus puissants et les plus transformateurs de toute la psychologie, le concept de l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, c'est cette partie de nous-mêmes que nous refusons de voir, que nous cachons aux autres, et souvent à nous-mêmes. C'est le réservoir de tout ce que nous avons refoulé, rejeté, nié dans notre personnalité. L'ombre contient tout ce que nous considérons comme inacceptable en nous, nos peurs inavouées, nos désirs honteux, nos pulsions agressives, nos aspects sombres, nos faiblesses que nous ne voulons pas admettre, nos parts de jalousie, d'envie, de mesquinerie, de lâcheté que nous préférons ignorer. Tout le monde a une ombre. C'est une partie inévitable de la psyché humaine. Le problème n'est pas d'avoir une ombre. Le problème, c'est de ne pas la reconnaître. Quand nous refusons de voir notre ombre, elle ne disparaît pas. Elle continue d'agir en nous, mais de façon inconsciente et donc incontrôlée. Elle influence nos comportements, nos réactions, nos relations, souvent de façon destructrice. Et surtout, elle se projette sur les autres. Ce que nous refusons de voir en nous, nous le voyons chez les autres. Ce que nous ne pouvons pas accepter dans notre propre psyché, nous le condamnons violemment chez autrui. Et voici ce qui est fascinant et directement pertinent pour comprendre ta méfiance. Les personnes qui ont fait un travail de conscience sur elles-mêmes, qui ont commencé à explorer leur propre ombre, qui ont eu le courage de regarder leurs aspects sombres en face, développent une capacité particulière. Elles deviennent capables de percevoir l'ombre des autres. C'est comme si, en regardant ta propre obscurité en face, tu devenais capable de voir celle que les autres essaient de cacher. Tu développes une sorte de vision nocturne psychologique. Tu peux voir dans le noir de l'âme humaine. Quand tu es en présence de quelqu'un qui porte une lourde ombre non reconnue, quelqu'un qui n'a jamais fait ce travail d'introspection, quelqu'un qui vit dans le déni de ses aspects sombres, tu le sens. Tu ressens un malaise, une tension dans ton corps, parfois même une répulsion instinctive que tu ne peux pas expliquer rationnellement. Cette personne peut être souriante, charmante, socialement compétente, dire toutes les bonnes choses au bon moment. Tout le monde peut l'apprécier et chanter ses louanges, mais quelque chose en toi sonne l'alarme. Quelque chose ne va pas. Il y a une dissonance que tu perçois, même si tu ne peux pas la nommer. Ce n'est pas du jugement au sens moral du terme. Tu ne juges pas cette personne comme bonne ou mauvaise. Tu ne la condamnes pas. Tu ressens simplement sa vérité cachée, cette partie d'elle-même qu'elle ne veut pas montrer, peut-être même qu'elle ne connaît pas elle-même. Tu perçois le décalage entre ce qu'elle présente au monde et ce qui existe vraiment en dessous. Et ce décalage te met mal à l'aise parce que tu sais, consciemment ou non, que c'est dans cet espace entre la persona et la vérité que le danger réside. C'est de cet espace que viennent les trahisons, les manipulations, les comportements destructeurs, parce que ce qui n'est pas reconnu ne peut pas être contrôlé.
Daniel Siegel, psychiatre et chercheur en neurobiologie interpersonnelle, a fait des travaux remarquables qui expliquent ce phénomène d'un point de vue scientifique. Il parle de résonance limbique et d'intégration neuronale. Nos cerveaux sont câblés pour se connecter au cerveau des autres. Nous possédons ce qu'on appelle des neurones miroirs, qui s'activent non seulement quand nous faisons quelque chose, mais aussi quand nous observons quelqu'un d'autre faire cette même chose. C'est le fondement neurologique de l'empathie. Nos systèmes limbiques, les parties émotionnelles de nos cerveaux, se synchronisent littéralement avec ceux des personnes autour de nous. Quand tu es avec quelqu'un de calme et centré, ton propre système nerveux tend à se calmer. Quand tu es avec quelqu'un d'anxieux et agité, ton anxiété tend à augmenter. C'est un phénomène automatique et largement inconscient. Et quand il y a une dissonance entre ce que quelqu'un montre extérieurement et ce qu'il ressent intérieurement, ton système nerveux le détecte. Ton cerveau reçoit deux messages contradictoires. Le message verbal et conscient qui dit « Tout va bien, je suis quelqu'un de bien, fais-moi confiance ». Et le message non verbal et inconscient qui dit autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus complexe, de moins rassurant. Cette contradiction crée une dissonance dans ton système. Tu ressens cette incongruence dans ton corps avant même de la comprendre dans ton esprit. Tu sens que quelque chose ne colle pas, que la surface et la profondeur ne correspondent pas. Et naturellement, instinctivement, tu te protèges, tu mets de la distance. Et puis, il y a le phénomène de la projection, un des mécanismes de défense les plus courants et les plus destructeurs de la psyché humaine. Jung a découvert que nous avons tous tendance à projeter notre ombre sur les autres. C'est un mécanisme inconscient de protection de l'ego. Quand quelque chose en nous est trop douloureux ou trop honteux à regarder, nous le voyons chez les autres plutôt qu'en nous-mêmes. Quand quelqu'un ne veut pas voir sa propre jalousie, il t'accuse d'être jaloux. Quand quelqu'un refuse de reconnaître sa propre malhonnêteté, il te soupçonne de mentir. Quand quelqu'un ne peut pas accepter sa propre méchanceté, il te trouve cruel. Ce que les gens condamnent le plus violemment chez les autres est souvent ce qu'ils refusent le plus obstinément de voir en eux-mêmes. Les personnes conscientes comme toi, celles qui ont commencé ce travail d'exploration de leur propre ombre, deviennent souvent les cibles privilégiées de ces projections. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, parce que tu es authentique. Tu ne portes pas une persona épaisse. Tu es relativement transparent sur qui tu es, y compris sur tes défauts. Et cette authenticité est comme un miroir pour les autres. En ta présence, ils sont confrontés à leur propre inauthenticité, et c'est inconfortable. Ensuite, parce que tu perçois leur ombre. Même si tu ne dis rien, même si tu ne juges pas explicitement, ils sentent inconsciemment que tu vois en eux ce qu'ils ne veulent pas voir. Et cette sensation est menaçante. Plutôt que de regarder ce que tu leur reflètes, ils préfèrent t'attaquer, te projeter des défauts, te discréditer. C'est pour ça que tu as parfois l'impression d'être mal compris, mal jugé, accusé de choses qui ne te ressemblent absolument pas. Des gens te reprochent des attitudes que tu n'as pas, des intentions que tu ne portes pas, des défauts qui sont les leurs. Ce n'est pas toi qu'ils voient quand ils te regardent. C'est leur propre ombre qu'ils projettent sur toi. Tu es devenu l'écran sur lequel ils projettent leur propre film intérieur. Et inconsciemment, tu le sens. Tu sens quand quelqu'un te regarde à travers le filtre de ses propres blessures non guéries, de ses propres peurs non confrontées, de ses propres aspects sombres non reconnus. Tu sens que son regard est déformé, que ce qu'il voit en toi n'est pas toi, et naturellement, tu te protèges. Tu mets de la distance, tu te fermes, non pas parce que tu es incapable de connexion ou parce que tu as peur de l'intimité, mais parce que tu refuses les connexions basées sur des projections et des malentendus. Tu refuses de jouer un rôle dans le drame inconscient de quelqu'un d'autre. Tu veux être vu pour qui tu es vraiment, pas pour ce que les autres ont besoin de voir en toi. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que ta méfiance a une origine plus profonde, que tu n'as probablement jamais considérée de cette façon. Nous devons remonter plus loin, jusqu'aux racines de ta psyché, jusqu'aux premières années de ta vie. Jung a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelait les complexes, ces nœuds émotionnels qui se forment dans l'enfance et qui continuent d'influencer notre comportement adulte
de façon souvent invisible, mais puissante. Un complexe, dans le sens jungien du terme, n'est pas simplement une insécurité ou une sensibilité. C'est une structure autonome, dans la psyché, un réseau d'émotions, de souvenirs et d'associations qui s'est formé autour d'une expérience émotionnellement significative. Le complexe a sa propre énergie, ses propres patterns de réaction, presque sa propre personnalité. Et quand il est activé, il peut temporairement prendre le contrôle de notre comportement. Un complexe se forme quand une expérience émotionnellement chargée n'est pas pleinement traitée par la psyché, généralement parce que nous étions trop jeunes ou que l'expérience était trop intense. L'émotion non digérée reste là, encapsulée, comme un fragment autonome de la psyché. Et ce fragment se réactive chaque fois qu'une situation similaire se présente dans notre vie adulte. Une odeur, un ton de voix, une expression faciale, une dynamique relationnelle peut soudainement réveiller ce complexe et nous nous retrouvons à réagir avec toute l'intensité émotionnelle de l'expérience originale, même si la situation actuelle ne le justifie pas objectivement. Si tu as vécu des expériences de trahison dans ton enfance, et quand je parle de trahison, je ne parle pas nécessairement de drame spectaculaire, je parle de toutes les façons dont un enfant peut se sentir trahi. Un parent qui n'a pas tenu ses promesses de façon répétée, un ami proche qui t'a rejeté ou humilié, un adulte en qui tu avais confiance qui t'a déçu ou abandonné émotionnellement, un secret que tu as confié et qui a été révélé, une vulnérabilité que tu as montrée et qui a été utilisée contre toi. Ces expériences ont créé en toi ce que nous pourrions appeler un complexe de méfiance. Chaque fois que cette blessure initiale était touchée, le complexe se renforçait, se consolidait, devenait plus central dans ta psyché. Et ce complexe n'est pas un dysfonctionnement à éliminer, c'est une adaptation intelligente. Ton psychisme a appris, à travers des expériences douloureuses, que faire confiance aveuglément était dangereux, que montrer sa vulnérabilité pouvait être utilisé contre toi, que croire les promesses menait souvent à la déception. Et il a développé des mécanismes de protection, des antennes pour détecter le danger, des murs pour protéger le cœur vulnérable. C'était intelligent, c'était nécessaire à ta survie émotionnelle. Le problème, c'est que ces mécanismes développés dans l'enfance pour faire face à des situations spécifiques peuvent devenir rigides et se généraliser à toutes les situations, même celles qui sont réellement sûres. Stephen Porges, neuroscientifique et créateur de la théorie polyvagale, nous aide à comprendre ce phénomène d'un point de vue neurobiologique avec une précision remarquable. Il parle de neuroception, un terme qu'il a inventé pour décrire cette capacité de notre système nerveux autonome à évaluer constamment notre environnement pour déterminer si nous sommes en sécurité ou en danger. Cette évaluation se fait complètement en dessous du niveau de la conscience. Tu ne décides pas consciemment d'être méfiant. Ton système nerveux le décide pour toi en une fraction de seconde, basé sur des indices environnementaux que tu ne perçois même pas consciemment. La théorie polyvagale de Porges explique que notre système nerveux a 3 états principaux. L'état ventral vagal, qui est l'état de sécurité sociale, de connexion, d'engagement avec les autres. Quand tu es dans cet état, tu peux te connecter, faire confiance, être ouvert. L'état sympathique, qui est l'état de mobilisation, de combat ou de fuite. Quand tu es dans cet état, tu es en alerte, prêt à te défendre ou à fuir, méfiant par nécessité. Et l'état dorsal vagal, qui est l'état d'immobilisation, de shutdown, quand la menace est trop grande pour combattre ou fuir. Notre système nerveux navigue constamment entre ces états en fonction de ce que notre neuroception perçoit dans l'environnement. Si tu as grandi dans un environnement où la sécurité émotionnelle n'était pas garantie, où tu devais être vigilant parce que les choses pouvaient basculer à tout moment, où les adultes autour de toi étaient imprévisibles, peu fiables, parfois menaçants ou simplement indisponibles émotionnellement, ton système de neuroception s'est calibré en mode alerte. Il a appris que l'état de sécurité était rare et précaire, et que l'état de vigilance était nécessaire pour survivre. Ton système nerveux a appris à détecter les menaces avec une précision extrême,
à rester en alerte même dans des situations apparemment sûres, parce que ton expérience t'avait enseigné que la sécurité pouvait disparaître à tout moment. Ta survie émotionnelle, et peut-être physique, dépendait de cette vigilance constante. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français mondialement reconnu pour ses travaux sur la résilience et le traumatisme, apporte un éclairage complémentaire essentiel. Cyrulnik lui-même a survécu à des traumatismes majeurs dans son enfance, et son travail est imprégné à la fois de rigueur scientifique et d'une compréhension profonde de l'expérience vécue du traumatisme. Il montre que les enfants qui ont traversé des épreuves, qui ont dû faire face à l'adversité précocement, développent souvent une sensibilité accrue et une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne. Ce n'est pas malgré leur souffrance, mais en partie à cause d'elle, ou plus précisément à cause de la façon dont ils ont traversé et métabolisé cette souffrance. La souffrance, quand elle est traversée et pas simplement subie, quand elle est d'une certaine façon digérée par la psyché, peut devenir un catalyseur de croissance. Cyrulnik parle de résilience, cette capacité non pas d'éviter les blessures ou de ne pas être affecté par elles, mais de se reconstruire après, de transformer la douleur en force, le traumatisme en sagesse. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont souffert et qui ont trouvé des moyens de faire quelque chose de cette souffrance. Ta méfiance, vue sous cet angle, n'est pas le signe que tu es endommagé, cassé, dysfonctionnel. C'est le signe que tu as survécu, que tu as appris des leçons que d'autres n'ont pas eu à apprendre, que tu t'es adapté à un environnement qui demandait de la vigilance. Le petit enfant en toi qui a été blessé, trahi, déçu, abandonné, n'a pas simplement subi passivement ces expériences. Il a développé un gardien intérieur, une partie de toi dont le seul but est de te protéger, de revivre cette douleur. Ce gardien veille, il observe, il évalue, il avertit. Et il fait son travail avec le zèle de quelqu'un pour qui les enjeux sont vitaux. Parce que pour l'enfant que tu étais, il l'était vraiment. Ce gardien intérieur fait peut-être son travail trop bien parfois, voyant du danger là où il n'y en a pas, fermant des portes qui pourraient s'ouvrir sur quelque chose de bon. Nous en parlerons plus tard dans cette vidéo. Mais il est important que tu comprennes d'abord que ce n'est pas ton ennemi. Ce gardien n'est pas une part malade de toi à éliminer ou à faire taire. C'est une partie de toi qui t'aime, qui veut ta survie et ton bien-être, et qui essaie de te protéger de la seule façon qu'elle connaît, avec les outils développés dans l'enfance face à des menaces réelles. Et toi, à quel âge as-tu commencé à faire attention à qui tu fais confiance? Je suis vraiment curieux de le savoir. Écris-le en commentaire. À quel moment de ta vie as-tu réalisé que tu ne pouvais pas faire confiance à tout le monde? Y a-t-il eu un événement spécifique, une trahison particulière qui a cristallisé cette conscience? Ou était-ce une accumulation progressive, un apprentissage lent et douloureux? Ton histoire compte. Elle explique pourquoi tu es comme tu es aujourd'hui. Et la partager, même brièvement dans un commentaire, peut être un premier pas vers son intégration. Mais Jung a découvert quelque chose d'encore plus révélateur sur ce qui se passe vraiment quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, quelque chose qui va t'aider à comprendre encore mieux tes mécanismes. Jung a développé le concept de la persona, mot latin qui signifiait à l'origine le masque porté par les acteurs de théâtre. La persona, en psychologie jungienne, c'est ce masque social que nous portons tous pour fonctionner en société. C'est l'image que nous présentons au monde, le personnage que nous jouons dans différents contextes sociaux. Nous avons tous une persona pour le travail, une autre pour la famille, une autre encore pour les amis, peut-être une autre pour les réseaux sociaux. Ce sont les différentes faces que nous montrons selon les situations et les audiences. La persona est nécessaire et saine en soi. Elle nous permet de naviguer dans différents contextes sans tout dévoiler de nous-mêmes à tout le monde. Elle nous permet d'adapter notre comportement aux situations, ce qui est une forme d'intelligence sociale. Elle protège notre intimité et notre vulnérabilité en ne les exposant pas indiscriminément. Nous n'avons pas besoin de montrer notre âme à chaque personne que nous croisons. La persona est cette interface entre notre intériorité et le monde social, et elle remplit une fonction importante.
Mais chez certaines personnes, la persona est devenue problématique. Elle est devenue si épaisse, si rigide, si totale, qu'elle a complètement recouvert leur vrai visage. Ces personnes ont tellement investi dans leur image, dans le personnage qu'elles présentent au monde, qu'elles ont perdu contact avec ce qu'il y a en dessous. Elles ne savent plus qui elles sont vraiment derrière le masque. Elles se sont identifiées à leur persona. Le masque est devenu le visage. L'acteur est devenu le rôle. Et il n'y a plus personne derrière. Quand tu rencontres quelqu'un comme ça, quelqu'un dont la persona a englouti l'authenticité, quelque chose en toi le détecte immédiatement. Tu sens le vide derrière le sourire parfait. Tu perçois l'absence de substance derrière les mots polis. Tu ressens une sorte de platitude, une bidimensionnalité chez cette personne, comme si elle était une façade sans profondeur. Non pas parce que cette personne ment consciemment ou essaie de te tromper. Elle fait peut-être de son mieux. Mais parce qu'elle s'est coupée de sa propre profondeur, de sa propre authenticité, de son propre cœur. Et on ne peut pas vraiment se connecter à quelqu'un qui n'est pas connecté à lui-même. Matthew Lieberman, neuroscientifique et auteur de travaux majeurs sur ce qu'il appelle le cerveau social, a démontré que notre cerveau possède des circuits entiers dédiés spécifiquement à la compréhension des autres. Ce n'est pas un luxe ou un raffinement. C'est une nécessité évolutive. Nous sommes une espèce sociale, et notre survie a toujours dépendu de notre capacité à comprendre les intentions et les états mentaux d'autrui. Le cortex préfrontal médian, une région spécifique du cerveau située derrière ton front, s'active intensément quand nous essayons de comprendre ce que quelqu'un pense, ressent, veut ou planifie. C'est le siège de ce que les psychologues appellent la théorie de l'esprit. Cette capacité à mentaliser, à se représenter l'intériorité d'autrui. Et ces circuits de mentalisation sont remarquablement sensibles aux incohérences. Quand les paroles de quelqu'un ne correspondent pas à son langage corporel, quand son ton de voix contredit son message verbal, quand ses micro-expressions faciales, ces expressions qui durent moins d'une demi-seconde et qui sont presque impossibles à contrôler consciemment, racontent une histoire différente de ces mots, ton cerveau le capte. Il reçoit des signaux contradictoires et il te le fait savoir à travers une sensation de malaise, de confusion, de méfiance. Tu as probablement remarqué que tu appliques des tests aux gens, souvent sans même y penser consciemment. Tu observes comment ils traitent les serveurs au restaurant ou les caissiers au supermarché, ces gens qui ne peuvent pas leur être utiles et envers qui ils n'ont aucune raison stratégique d'être aimables. La façon dont quelqu'un traite ceux qui ne peuvent rien pour lui révèle son vrai caractère. Tu notes s'ils tiennent leurs petites promesses, ces engagements mineurs qu'ils pourraient facilement oublier sans conséquence. Je t'appelle demain, je t'envoie ce lien, je serai là à 8 heures. La fidélité dans les petites choses prédit la fidélité dans les grandes. Tu fais attention à ce qu'ils disent des autres quand ces autres ne sont pas là. Quelqu'un qui parle mal des absents parlera mal de toi quand tu seras absent. Tu remarques s'ils t'écoutent vraiment ou s'ils attendent juste leur tour de parler, s'ils posent des questions sur toi ou s'ils ramènent toujours la conversation à eux-mêmes. L'écoute réelle est rare et son absence révèle un égocentrisme qui se manifestera inévitablement de façon plus problématique. Ces tests que tu appliques ne sont pas des signes de méfiance maladive ou pathologique. Ce sont des outils de discernement parfaitement rationnels. Tu collectes des données comportementales sur une personne. Tu observes des patterns à travers le temps et les situations. Tu attends de voir si la personne est cohérente, si son comportement correspond à ses paroles, si son image publique correspond à sa réalité privée. Tu ne te fies pas aux premières impressions ou aux déclarations. Tu te fies aux preuves accumulées. Et c'est pour ça que quand tu finis par faire confiance à quelqu'un, tu te trompes rarement, parce que tu n'as pas fait confiance sur un charme, une apparence, une promesse. Tu as fait confiance sur des preuves concrètes et répétées de fiabilité. Ce n'est pas que tu es difficile ou trop exigeant comme on te l'a peut-être dit, c'est que tu es précis, tu es rigoureux dans ton évaluation des personnes. Et cette rigueur te protège des mauvais choix relationnels que d'autres font en faisant confiance trop vite, trop facilement, sur des bases insuffisantes.
Et maintenant, je vais te révéler pourquoi les personnes intelligentes et conscientes ont si peu d'amis proches, et pourquoi c'est en réalité un signe de santé psychologique plutôt qu'un problème à corriger. Jung parlait de l'individuation comme du but ultime du développement psychologique humain. L'individuation, ce n'est pas devenir parfait ou atteindre un état de béatitude. C'est devenir pleinement soi-même en intégrant toutes les parties de ta psyché, y compris ton ombre, tes complexes, tes aspects refoulés, tes contradictions. C'est un processus de devenir entier plutôt que partiel, authentique plutôt que fragmenté, conscient plutôt qu'aveugle à toi-même. L'individuation est le travail d'une vie, pas une destination, mais un chemin. Une des conséquences de ce processus d'individuation, c'est que tu deviens de moins en moins capable de tolérer l'inauthenticité chez toi et chez les autres. Plus tu te connais toi-même, plus tu as fait ce travail de plonger dans tes profondeurs, plus tu as besoin que tes relations soient vraies, profondes, authentiques. Les conversations superficielles t'épuisent. Le small talk, ces échanges convenus sur la météo, le travail, les banalités, te vident de ton énergie. Non pas parce que tu es snob ou supérieur, mais parce que ces échanges ne te nourrissent pas. Ils glissent sur toi sans t'atteindre. Les amitiés de surface, ces relations où l'on reste toujours à la périphérie l'un de l'autre, où l'on ne partage jamais rien de vraiment intime ou vulnérable, te semblent vides, futiles, presque absurdes. Tu préfères être seul plutôt que mal accompagné. La solitude pour toi n'est pas une souffrance à éviter à tout prix. C'est un état qui a ses propres richesses, sa propre paix, ses propres possibilités de profondeur et de création. Être seul avec toi-même, quand tu as fait le travail de te connaître et de t'accepter, peut être plus nourrissant que d'être avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas vraiment te connecter. La mauvaise compagnie est pire que la solitude, parce qu'elle te draine sans te remplir. Elle te demande de l'énergie sans te donner de la valeur en retour. Et ce n'est pas de l'élitisme, du snobisme social, ou un complexe de supériorité comme on a peut-être essayé de te le faire croire. C'est simplement que tu as goûté à la profondeur relationnelle. Tu sais ce que c'est qu'une vraie connexion d'âme à âme, et tu ne peux plus te satisfaire de la surface. Une fois que tu as vu les montagnes, les collines ne t'impressionnent plus. Richard Davidson, neuroscientifique pionnier dans l'étude des émotions et de la neuroplasticité, a fait des recherches fascinantes qui confirment ce que tu ressens intuitivement. Il a montré que les relations profondes et authentiques modifient littéralement la structure et le fonctionnement de notre cerveau. Les connexions vraies, celles où l'on se sent vu, compris et accepté dans sa totalité, activent les circuits de la récompense et de l'attachement d'une façon que les relations superficielles ne peuvent pas reproduire. Ton cerveau sait la différence. Il sait quand une connexion est vraie et quand elle est fausse, quand elle est nourrissante et quand elle est drainante. Et il réagit en conséquence. C'est pour ça que tu peux te sentir épuisé après une soirée de small talk avec des connaissances et énergisé après une conversation profonde avec un ami véritable, même si cette conversation a duré plus longtemps. Ce n'est pas la quantité de temps passé ou le nombre de mots échangés qui compte. C'est la qualité de la connexion. C'est aussi pour ça que tu peux te sentir plus seul dans une foule que dans la solitude de ta chambre. La solitude physique n'est pas la même chose que la solitude émotionnelle. Tu peux être entouré de gens et te sentir complètement seul, parce qu'aucune de ces personnes ne te voit vraiment, ne te comprend vraiment, ne se connecte vraiment à toi. Et tu peux être physiquement seul et ne pas du tout te sentir seul, parce que tu es en bonne compagnie avec toi-même, ou parce que tu portes en toi la présence des quelques personnes qui te connaissent vraiment. Parce que la vraie connexion n'est pas une question de quantité mais de qualité, pas une question de fréquence mais de profondeur, pas une question de temps passé ensemble mais de vérité partagée. Et puis il y a la question pratique de l'énergie que nous avons déjà évoquée mais qui mérite qu'on s'y attarde. Les personnes sensibles et conscientes, celles qui perçoivent beaucoup, qui traitent beaucoup d'informations, qui ressentent intensément, ont souvent une énergie limitée pour les interactions sociales. C'est en partie ce qu'on décrit quand on parle d'introversion, mais c'est plus que ça.
Chaque rencontre, chaque interaction demande un investissement énergétique significatif parce que tu ne peux pas être présent à moitié. Tu ne sais pas faire semblant. Quand tu es avec quelqu'un, tu es vraiment avec cette personne. Tu écoutes vraiment ce qu'elle dit. Tu essaies vraiment de la comprendre. Tu ressens vraiment ce qu'elle ressent. Et tout ça prend de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Alors naturellement, inévitablement, tu deviens sélectif sur où investir cette énergie limitée. Tu ne peux pas la gaspiller avec des personnes qui ne l'apprécient pas ou qui ne te la rendent pas. Tu la gardes pour les personnes qui en valent la peine, celles avec qui l'échange est réciproque, nourrissant, vrai. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation intelligente. Tu as compris ce que beaucoup ne comprennent jamais, ou comprennent trop tard, après des années de relations drainantes et décevantes, que le temps et l'énergie sont tes ressources les plus précieuses que l'argent parce qu'on ne peut pas en créer plus et que tu dois les protéger, les investir sagement. Tu n'es pas antisocial, tu es sélectif par sagesse. Tu as peu d'amis parce que tu as des standards élevés et ces standards sont le signe d'une personne qui se connaît et qui se respecte. Combien de personnes considères-tu comme de vrais amis proches, des personnes à qui tu ferais confiance avec tes secrets, tes vulnérabilités, tes peurs les plus profondes? Écris ton nombre en commentaire. Je parie que tu peux les compter sur les doigts d'une main. Et c'est parfait comme ça. Mais il y a un aspect crucial de ta méfiance que tu dois absolument comprendre, parce qu'il peut soit te protéger, soit t'isoler dangereusement. C'est une nuance essentielle que je veux que tu saisisses pleinement. Jung insistait sur l'importance de l'intégration dans le processus d'individuation. L'individuation n'est pas un processus de rigidification, de construction de murs de plus en plus hauts et de défense de plus en plus impénétrables. C'est au contraire un processus d'assouplissement, de fluidité, de flexibilité. Le but n'est pas de devenir invulnérable en fermant toutes les portes. Le but est de développer la capacité de choisir consciemment quand ouvrir et quand fermer, selon la situation réelle et non selon des réactions automatiques programmées dans le passé. L'intégration, c'est avoir accès à toutes ces ressources psychiques et pouvoir les mobiliser de façon appropriée. Pas toujours méfiant, pas toujours ouvert, mais capable des deux selon ce que la situation demande réellement. Et c'est là que réside le danger potentiel de ta méfiance si elle n'est pas consciente et intégrée. Les mécanismes de protection qui nous ont sauvés dans le passé peuvent devenir des prisons dans le présent. Ce qui était une adaptation intelligente à un environnement dangereux peut devenir une réaction automatique inadaptée dans un environnement sûr. Le gardien intérieur qui veillait sur l'enfant vulnérable peut devenir un geôlier qui emprisonne l'adulte capable. Ta méfiance t'a protégé. Elle t'a évité des trahisons, des manipulations, des relations toxiques. Elle t'a gardé à l'écart de personnes qui t'auraient fait du mal. Tu lui dois beaucoup, mais elle peut aussi t'empêcher de vivre des connexions qui pourraient te transformer positivement. Elle peut te faire rejeter des personnes authentiques et bienveillantes, parce qu'elles ont déclenché, sans le vouloir et sans le mériter, une alarme liée à ton passé plutôt qu'à leur réalité. Peut-être que leur façon de parler te rappelle quelqu'un qui t'a blessé. Peut-être que leur enthousiasme te semble suspect parce que tu as été trahi par des gens enthousiastes. Peut-être que leur gentillesse te met mal à l'aise parce que tu as appris à te méfier de la gentillesse. Et tu fermes la porte à quelqu'un qui aurait pu être un ami véritable, un partenaire aimant, une relation transformatrice. Antonio Damasio, dont nous avons déjà parlé, explique que nos émotions guident nos décisions à travers les marqueurs somatiques, ces signaux corporels qui nous orientent vers certains choix et nous éloignent d'autres. Quand tu as un bon pressentiment à propos de quelque chose, c'est un marqueur somatique positif. Quand tu as un mauvais pressentiment, un nœud dans l'estomac, une tension dans la poitrine, c'est un marqueur somatique négatif. Ces marqueurs sont extrêmement précieux. Ils condensent une quantité énorme d'informations traitées inconsciemment et nous donnent une réponse émotionnelle rapide qui guide notre comportement. Mais il est crucial de comprendre que ces marqueurs sont calibrés sur nos expériences passées. Ils sont le produit de notre histoire.
Si ton passé a été marqué par la trahison, l'abandon, la déception, tes marqueurs somatiques vont être biaisés vers le négatif. Ils vont sonner l'alarme plus facilement, plus intensément, parfois dans des situations qui ne sont pas réellement dangereuses. Ils vont te dire attention, danger là où il n'y a peut-être pas de danger réel. Et si tu suis aveuglément ces marqueurs sans les interroger, tu peux passer à côté de relations et d'expériences précieuses. Daniel Siegel nous aide encore une fois avec son concept de fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est cette zone dans laquelle notre système nerveux peut fonctionner de façon optimale. Quand nous sommes dans cette fenêtre, nous pouvons penser clairement, ressentir nos émotions sans être submergés par elles et répondre de façon adaptée et flexible aux situations. Notre cortex préfrontal, la partie rationnelle de notre cerveau, reste en ligne et peut moduler les réactions de notre système limbique émotionnel. Mais quand nous sortons de cette fenêtre, soit vers le haut en hyperactivation, soit vers le bas en hypoactivation, notre capacité de discernement est compromise. En hyperactivation, nous sommes dans l'anxiété, la panique, l'hypervigilance. Notre amygdale prend le contrôle et voit des menaces partout. En hypoactivation, nous sommes dans l'engourdissement, la dissociation, le shutdown. Nous nous déconnectons du monde pour nous protéger d'un danger perçu comme insurmontable. Quand tu es hors de ta fenêtre de tolérance, ta méfiance n'est plus du discernement. C'est une réaction de survie de ton système nerveux qui est en état d'alarme. Et cette réaction, bien qu'elle parte d'une bonne intention de te protéger, peut être disproportionnée par rapport à la réalité de la situation. La question importante à te poser, et c'est une question que tu devras apprendre à te poser régulièrement, est celle-ci. Dans cette situation précise, avec cette personne précise, est-ce que ma méfiance vient de mon intuition, de cette perception étendue et raffinée dont nous avons parlé au début? Ou est-ce qu'elle vient de mon système nerveux qui est sorti de sa fenêtre de tolérance et qui réagit à partir de blessures anciennes, de patterns passés, de mémoires traumatiques réactivées? La différence entre les deux est subtile parfois, mais elle est cruciale. L'intuition véritable est généralement calme, claire, certaine. Elle sait sans avoir besoin de prouver, sans avoir besoin de se justifier. Elle n'est pas agitée ou urgente. Elle dit simplement « cette personne n'est pas sûre pour moi », sans drame ni panique. La peur traumatique, par contre, est agitée, urgente, parfois même paniquée. Elle cherche des preuves pour justifier sa réaction. Elle construit des scénarios catastrophes. Elle généralise à partir d'indices minimes. Elle dit attention danger avec une intensité disproportionnée. Apprendre à distinguer l'intuition de la peur traumatique est un des travaux les plus importants que tu puisses faire pour toi-même. Cela demande de la pratique, de la patience, de l'honnêteté envers toi-même. Cela demande de développer une conscience de ton propre corps et de tes propres réactions, de pouvoir observer ce qui se passe en toi sans te laisser emporter par ce qui se passe. Nous allons en parler plus en détail dans la prochaine partie. Et c'est ici que Jung nous offre la clé pour transformer cette méfiance en ton plus grand pouvoir, plutôt qu'en une limitation qui t'isole. Jung parlait du self, qu'il distinguait soigneusement de l'ego. L'ego, c'est cette partie de nous qui gère notre vie quotidienne, qui s'identifie à notre nom, notre histoire, nos rôles sociaux, nos caractéristiques. L'ego dit « je suis ceci ». Je suis cela, j'aime ceci, je déteste cela. L'ego est utile et nécessaire. C'est lui qui nous permet de fonctionner dans le monde, de prendre des décisions, d'agir. Mais l'ego est aussi limité. Il ne voit qu'une partie de ce que nous sommes. Il s'identifie à certaines parties de notre psyché et en rejette d'autres dans l'ombre. Il est souvent pris dans des réactions automatiques qu'il ne comprend pas et qu'il ne contrôle pas, justement parce qu'elles viennent de parties de la psyché qu'il ne connaît pas. Le self, pour Jung, est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est le centre de la psyché totale, consciente et inconsciente. C'est l'archétype de l'unité et de la totalité. Le self est cette partie de nous qui peut observer l'ego, qui peut voir nos patterns, nos réactions, nos complexes, comme de l'extérieur. C'est la partie de nous qui peut choisir consciemment plutôt que réagir automatiquement.
Le self n'est pas pris dans les réactions parce qu'il est le témoin de ces réactions. Il a une perspective plus large, plus profonde, plus sage. L'individuation, le processus dont nous avons parlé, peut être vu comme le passage progressif d'une vie gouvernée par l'ego à une vie en communication avec le self. Non pas éliminer l'ego, qui reste nécessaire, mais le relativiser, le remettre à sa juste place, et s'ouvrir à une instance plus profonde et plus sage de notre être. Quand tu opères depuis le self plutôt que seulement depuis l'ego, ta méfiance se transforme radicalement. Elle n'est plus une réaction automatique basée sur des blessures passées et des peurs inconscientes. Elle devient un discernement conscient basé sur une perception claire du moment présent. Tu ne fermes plus la porte par peur, parce que ton système nerveux a été déclenché par quelque chose qui ressemble au passé. Tu choisis consciemment, délibérément, avec sagesse, quand ouvrir et quand fermer, en fonction de ce qui est réellement devant toi. Tu peux même observer ta propre peur quand elle se manifeste, la reconnaître, l'accueillir, et décider si tu vas la suivre ou non, selon que tu la juges justifiée par la réalité ou seulement par le passé. Stanislas Dehaene, neuroscientifique français dont les travaux sur la conscience et la métacognition font autorité mondiale, montre que la capacité d'observer nos propres processus mentaux, cette métacognition, est une des caractéristiques les plus évoluées et les plus précieuses du cerveau humain. C'est ce qui nous distingue peut-être le plus fondamentalement des autres animaux. Nous pouvons non seulement penser, mais penser sur nos pensées. Nous pouvons non seulement ressentir, mais observer nos ressentis. Nous pouvons non seulement réagir, mais être conscients de nos réactions et potentiellement les moduler. Quand tu peux observer ta méfiance, au lieu de simplement la vivre et y réagir automatiquement, tu gagnes un pouvoir immense, le pouvoir du choix. Tu peux te demander d'où vient cette réaction que j'ai en ce moment. Est-ce que c'est une information pertinente sur cette personne devant moi? Ou est-ce un écho de mon passé qui se réactive? Est-ce que je perçois vraiment quelque chose de réel chez cette personne? Ou est-ce que je projette sur elle mes propres peurs et mes propres expériences? Est-ce que mon système nerveux est dans sa fenêtre de tolérance ou est-ce qu'il est en état d'alarme? Cette réaction est-elle proportionnée à la situation réelle? La pratique, et c'est quelque chose que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui, consiste à développer ce que j'appelle la pause consciente. C'est un espace de liberté que tu crées entre le stimulus et ta réponse. Quand tu sens la méfiance monter en toi, les signaux corporels d'alarme, le resserrement dans la poitrine, le nœud dans le ventre, la tension dans les épaules, au lieu de réagir immédiatement, au lieu de fermer la porte ou de te retirer, tu prends un moment. Tu marques une pause, tu respires profondément plusieurs fois pour activer ton système parasympathique et ramener ton système nerveux vers sa fenêtre de tolérance. Tu observes ce qui se passe dans ton corps sans le juger, sans essayer de le changer, juste en le reconnaissant. Ah, voilà de la méfiance, voilà de la peur, voilà de la tension. Puis tu te demandes ce que cette réaction essaie de me dire. Quelle information essaie-t-elle de me transmettre? Parfois, elle te dit quelque chose d'important sur la personne devant toi. Elle te dit que cette personne n'est vraiment pas digne de confiance, qu'il y a des signaux réels de danger que tu as captés. Dans ce cas, écoute-la, fais-lui confiance. Ta méfiance te protège d'une menace réelle, mais parfois, elle te dit autre chose. Elle te dit que cette situation a réveillé une vieille blessure qui a besoin d'attention. Que quelque chose chez cette personne t'a rappelé quelqu'un du passé, non pas parce qu'elle lui ressemble vraiment, mais parce qu'un détail a déclenché une mémoire associative, que ton système nerveux est en mode alerte pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le présent. Les deux informations sont précieuses, les deux méritent ton attention, mais elles demandent des réponses différentes. Dans le premier cas, la méfiance est un guide fiable et tu dois la suivre. Dans le second cas, la méfiance est une opportunité de guérison, une porte vers une blessure ancienne qui demande à être vue et soignée, mais pas un guide fiable pour la situation présente. Quand tu développes cette capacité d'observation consciente, cette métacognition émotionnelle, ta méfiance devient un outil plutôt qu'une prison.
Tu peux l'utiliser pour naviguer dans le monde avec précision, pour détecter les vraies menaces et les éviter sans qu'elles te contrôlent automatiquement et t'empêchent de vivre des connexions précieuses. Tu deviens comme un gardien sage qui surveille les portes de ta vie avec discernement, plutôt qu'un gardien anxieux qui les garde fermées en permanence. Tu sais quand laisser entrer et quand garder dehors. Et tu fais ces choix, non pas par peur, mais par clarté. Non pas par réaction, mais par décision. Non pas depuis l'ego blessé, mais depuis le self-sage. J'aimerais maintenant approfondir quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé explicitement, mais qui est essentiel pour transformer ta méfiance en discernement intégré. Il s'agit du rapport entre la confiance envers les autres et la confiance envers toi-même. Jung disait que la confiance que tu peux accorder aux autres ne peut jamais dépasser la confiance que tu as en toi-même. Si tu ne te fais pas confiance, si tu doutes constamment de tes perceptions, de tes jugements, de ta capacité à faire face aux situations difficiles, alors tu ne pourras jamais vraiment faire confiance aux autres, parce que la confiance envers autrui repose sur la confiance que tu pourras gérer ce qui arrivera, que tu pourras te protéger si nécessaire, que tu pourras rebondir si tu es blessé. Sans cette confiance en toi, le monde entier semble menaçant. Beaucoup de personnes méfiantes ne réalisent pas que leur méfiance envers les autres est en fait le reflet d'une méfiance envers elles-mêmes. Elles ne se font pas confiance pour détecter le danger à temps. Elles ne se font pas confiance pour poser des limites. Elles ne se font pas confiance pour partir si ça devient toxique. Elles ne se font pas confiance pour survivre à une trahison si elle arrive. Alors, elles essaient de se protéger en évitant tout risque, en gardant tout le monde à distance, en fermant toutes les portes. Mais cette stratégie est épuisante et ultimement inefficace, parce qu'elle ne règle pas le problème de fond qui est le manque de confiance en soi. Le vrai travail, le travail profond, n'est pas d'apprendre à faire confiance aux autres, c'est d'apprendre à te faire confiance à toi-même. Confiance en ta perception. Que tu sois capable de détecter les signaux de danger quand ils sont réels. Confiance en ton jugement, que tes évaluations des personnes soient généralement justes. Confiance en ta capacité à poser des limites, que tu puisses dire non, te retirer, te protéger quand c'est nécessaire. Confiance en ta résilience, que tu puisses faire face à la douleur si elle arrive, que tu n'en mourras pas, que tu te reconstruiras. Quand tu développes cette confiance en toi, paradoxalement, ta méfiance envers les autres diminue. Non pas parce que le monde est devenu plus sûr, mais parce que tu sais que tu peux naviguer ce monde, avec ses risques et ses dangers, et que tu seras OK, quoi qu'il arrive. Il y a aussi un point important sur le pardon et la guérison des blessures passées dont nous devons parler. Ta méfiance, nous l'avons vu, vient en grande partie d'expériences passées de trahison, de déception, d'abandon. Ces expériences ont laissé des marques dans ta psyché et dans ton système nerveux. Elles ont calibré ton système d'alarme pour qu'il soit hyper vigilant. Et tant que ces blessures ne sont pas guéries, elles continuent d'influencer tes réactions présentes. Guérir ces blessures ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou prétendre que ça n'a pas fait mal. Cela signifie traiter complètement l'expérience émotionnelle qui est restée encapsulée, la digérer, l'intégrer dans ton histoire de vie d'une façon qui ne te contrôle plus. Cela peut impliquer du travail thérapeutique, de l'écriture, de la méditation, des conversations profondes, selon ce qui fonctionne pour toi. Le but est de libérer l'énergie qui est bloquée dans ces blessures anciennes pour qu'elle soit disponible pour ta vie présente. Le pardon peut faire partie de ce processus de guérison, mais il doit être compris correctement. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui a été fait était acceptable. Pardonner ne signifie pas se réconcilier avec la personne ou la laisser revenir dans ta vie. Pardonner, c'est décider de ne plus porter le poids de la rancœur et de la douleur. C'est lâcher la corde qui te lie à cette personne et à cet événement. C'est te libérer, toi, de l'emprise du passé. Le pardon est pour toi, pas pour l'autre.
Souvent, les personnes méfiantes portent des années de rancœur accumulées envers tous ceux qui les ont blessés. Et cette rancœur est un poison qu'elles boivent en espérant que l'autre en mourra. Elle les maintient attachés au passé et empêche leur système nerveux de se réguler. Apprendre à pardonner, à lâcher prise sur la rancœur, non pas pour l'autre mais pour soi-même, peut être un acte puissant de libération et de guérison. Un autre aspect important à considérer est la différence entre la méfiance et le discernement en action. La méfiance est une position fermée par défaut. Elle dit non jusqu'à preuve du contraire. Elle part du principe que les gens ne sont pas dignes de confiance et attend qu'ils prouvent qu'ils le sont. Le discernement est une position ouverte mais attentive. Il dit « Je suis ouvert, mais je fais attention ». Il ne préjuge pas négativement mais reste vigilant. Il fait confiance par degrés, progressivement, à mesure que les preuves de fiabilité s'accumulent. La différence est subtile mais importante. La méfiance te ferme des portes avant même de les avoir ouvertes. Le discernement te permet d'ouvrir les portes prudemment, un peu à la fois, en observant ce qui se passe. La méfiance crée une prophétie autoréalisatrice où ton attente négative influence le comportement des autres et confirme tes peurs. Le discernement te permet de voir les personnes et les situations plus clairement, telles qu'elles sont vraiment. Le but du travail que je t'invite à faire n'est pas d'éliminer ta méfiance, c'est de la transformer en discernement conscient. Garder la capacité de perception étendue qui est ton don. Garder la vigilance qui te protège, mais passer de la réaction automatique au choix délibéré, passer de la fermeture par défaut à l'ouverture attentive. Je voudrais aussi aborder la question de la vulnérabilité, parce qu'elle est au cœur de la problématique de la confiance. La méfiance, fondamentalement, est une protection contre la vulnérabilité. Tu ne veux pas être blessé, tu ne veux pas être trahi, abandonné, déçu. Alors tu gardes tes distances, tu ne montres pas tes cartes, tu ne révèles pas tes faiblesses, tu restes sur tes gardes. C'est compréhensible. La vulnérabilité peut faire très mal quand elle est exploitée ou rejetée. Mais voici ce que la recherche psychologique montre de façon constante. La vulnérabilité est aussi la porte vers la connexion véritable. Sans vulnérabilité, il ne peut pas y avoir de vraie intimité. Si tu ne montres jamais qui tu es vraiment, avec tes peurs, tes doutes, tes faiblesses, tes bizarreries, personne ne peut vraiment te connaître. Personne ne peut vraiment se connecter à toi. Tu restes derrière ta persona, ton masque, ta protection. Et les autres se connectent à ton masque, pas à toi. Ce n'est pas de la vraie connexion. Les personnes qui ont les relations les plus profondes et les plus satisfaisantes sont celles qui ont le courage d'être vulnérables, qui osent montrer qui elles sont vraiment, qui risquent d'être blessées pour avoir la chance d'être vraiment connues et aimées. Ce n'est pas une vulnérabilité aveugle et indiscriminée. Ce n'est pas se mettre à nu devant tout le monde. C'est une vulnérabilité choisie, progressive, accordée aux personnes qui l'ont méritée par leur comportement et leur fiabilité, mais c'est une vulnérabilité quand même, un risque, une ouverture. Ta méfiance t'a peut-être protégé de la douleur, mais elle t'a peut-être aussi privé de la connexion profonde que tu désires au fond de toi. Le travail est de trouver le juste équilibre. Protection, mais pas prison. Prudence, mais pas paralysie. Discernement, mais pas fermeture totale. Alors, voici ce que je veux que tu retiennes de tout ce que nous avons exploré ensemble dans cette vidéo. Et je voudrais que tu prennes vraiment un moment pour laisser ces idées infuser en toi. Ta méfiance n'est pas un défaut à corriger, c'est une capacité à raffiner, à conscientiser, à intégrer. Elle vient de ta perception étendue qui voit ce que les autres ne voient pas, qui capte des signaux qu'ils ignorent, qui traite des informations qu'ils ne perçoivent même pas. Elle vient de ta conscience de l'ombre qui te permet de percevoir l'inauthenticité, la dissonance entre ce que les gens montrent et ce qu'ils sont vraiment. Elle vient de tes expériences passées qui ont aiguisé ton discernement, qui ont entraîné ton cerveau à reconnaître les patterns de danger. Elle vient de ton besoin profond d'authenticité, de connexion vraie, qui refuse les relations superficielles et les masques sociaux.
Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Tu ne cherches pas simplement des connexions, tu cherches des transformations. Tu cherches des personnes avec qui la rencontre te fait grandir, évoluer, devenir plus pleinement toi-même. Tu cherches des relations où quelque chose se passe, où il y a une alchimie, une profondeur, une vérité partagée. Et ce niveau d'exigence n'est pas un problème ou un défaut. C'est le signe d'une personne qui sait ce qu'elle veut et qui refuse de se satisfaire de moins. C'est une forme d'intelligence rare qui va au-delà du besoin social basique et qui aspire à quelque chose de plus grand. Tu n'es pas brisé par ta méfiance, tu es éveillé par elle. Tu as développé une capacité que la plupart des gens n'ont pas, celle de voir au-delà des apparences, de percevoir les vérités cachées, de reconnaître l'authenticité quand elle se présente. Ta méfiance est le signe que tu as survécu à des choses difficiles et que tu en as tiré des leçons, que tu ne te laisses pas tromper facilement, que tu respectes ta propre vérité et que tu attends la même chose des autres. C'est un témoignage de ta force, pas de ta faiblesse. Maintenant, ton travail, et c'est un travail continu, pas une destination à atteindre, est d'intégrer cette capacité consciemment, de passer de la réaction automatique gouvernée par la peur au choix délibéré guidé par la sagesse, de transformer le gardien anxieux qui voit des menaces partout en gardien sage, qui sait discerner les vraies menaces des faux positifs. Ce travail implique de développer ta conscience de toi-même, de tes réactions, de tes patterns. Il implique de guérir les blessures anciennes qui biaisent ta perception du présent. Il implique de construire la confiance en toi-même qui te permet de prendre des risques relationnels. Il implique de pratiquer la vulnérabilité choisie avec les personnes qui l'ont mérité. Et quand tu y arrives, quand tu fais ce travail, tu découvres quelque chose de magnifique qui change ta vie. Tu découvres que tu peux faire confiance. Pas à tout le monde, bien sûr. Pas aveuglément, jamais. Mais profondément, pleinement, totalement à ceux qui le méritent vraiment. Et ces connexions-là, ces relations, construites sur une base de discernement, de vulnérabilité progressive, de confiance méritée, sont d'une qualité incomparablement supérieure aux connexions faciles et superficielles que d'autres ont par centaines. Une seule de ces relations vraies vaut plus que 100 amitiés de surface. Elle te nourrit d'une façon que la quantité ne pourra jamais égaler, et elle est possible pour toi. Ta méfiance ne t'en empêche pas. Elle t'assure simplement que quand tu donnes ta confiance, tu la donnes à la bonne personne. Avant de terminer, je voudrais te laisser avec quelques questions de réflexion que tu peux prendre avec toi et contempler dans les jours qui viennent. Des questions pour approfondir ta compréhension de toi-même et pour commencer ce travail d'intégration dont nous avons parlé. Première question. Quelles sont les expériences spécifiques de ton passé qui ont façonné ta méfiance? Y a-t-il des événements clés, des trahisons, des déceptions dont tu portes encore le poids? Qu'est-ce que ces expériences t'ont appris pour le meilleur et peut-être pour le pire? Deuxième question. Quand tu ressens de la méfiance envers quelqu'un, comment ça se manifeste dans ton corps? Où ressens-tu la tension, le malaise, l'alarme? Apprendre à reconnaître ces signaux corporels est le premier pas vers la conscience. Troisième question. Peux-tu identifier des moments où ta méfiance t'a protégé d'une vraie menace et des moments où elle t'a peut-être fait passer à côté de quelque chose ou de quelqu'un de bon? Qu'est-ce qui différenciait ces deux types de situations? Quatrième question. Quelle est ta relation avec la vulnérabilité? Qu'est-ce qui te fait peur dans l'idée de montrer qui tu es vraiment à quelqu'un? Et qu'est-ce que tu perds peut-être en te gardant toujours protégé? Cinquième question. Qu'est-ce que ce serait pour toi de faire confiance pleinement à quelqu'un? À quoi ressemblerait cette relation? Qu'est-ce que ça te permettrait de vivre que tu ne vis pas actuellement? Ces questions n'ont pas de réponse rapide ou facile. Elles sont là pour t'accompagner, pour t'inviter à une exploration continue de toi-même. Prends le temps d'y revenir. Écris peut-être tes réponses. Partage-les avec quelqu'un en qui tu as confiance, si tu en as le courage. Ce processus de réflexion est en soi un acte de conscience et d'intégration,
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a toujours été considéré comme trop méfiant, trop fermé, trop sélectif dans ses relations. Il doit comprendre que ce n'est pas un défaut ou une tare dont il devrait avoir honte. C'est une forme d'intelligence rare, une capacité développée à travers l'expérience, un signe de conscience plutôt que de fermeture. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se sentir validé dans sa différence, compris dans sa complexité, reconnu dans sa profondeur. Et dis-moi en commentaire quel aspect de ta méfiance as-tu enfin compris aujourd'hui? Quelle partie de cette vidéo t'a parlé le plus personnellement? Qu'est-ce qui a fait résonner quelque chose en toi, qui t'a fait sentir vu et compris? Qu'est-ce que tu vas faire différemment maintenant que tu comprends mieux d'où vient ta méfiance et comment elle fonctionne? Je lis tous les commentaires et je suis toujours touché par la profondeur et l'honnêteté de ce que vous partagez. Cette communauté est un espace où l'on peut être vrai, où l'on peut parler de ces choses dont on ne parle nulle part ailleurs. Merci d'en faire partie. Merci de ton écoute, de ta présence, de ton ouverture. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi aujourd'hui dans les profondeurs de la psyché humaine. Je te retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer cette exploration ensemble. En attendant, prends soin de toi. Et souviens-toi, ta méfiance n'est pas ta faiblesse. C'est ta sagesse qui demande à être intégrée.